Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et nous expliciter votre rôle? Mon nom c'est Thierry Ekokoviakwe et je suis ministre des Finances, du Commerce, du Transport dans le gouvernement en exil, le gouvernement légitime de la dynamique Monseigneur Podro qui a porté le feu, son Excellence Dr Agbeome Kodjo, au pouvoir le 22 février 2020. Il y a un an, les avocats français de la DMK étaient renvoyés manu militari du Togo à l'issue d'une mission d'enquête qu'ils jugeaient concluante en rapport avec la procédure pénale devant le tribunal de première instance de Nanterre, saisi le 3 novembre 2023 dans l'affaire des fausses lettres de félicitations adressées à Faure Gnassingbé, lues sur RFI au lendemain de la présidentielle du 22 février 2020. Pouvez-vous nous éclairer sur la suite de cette procédure suite au décès du président Agbeome Messan Kodjo? Il ne vous a pas échappé que la question de la judiciarisation du contentieux post-électoral du 22 février 2020 a été soulevée dans notre lettre ouverte du 11 novembre 2024 au président élu des USA, son Excellence Donald Trump. Nous y relevions votre précieuse contribution au dénouement pacifique et heureux de la crise post-électorale togolaise est vivement souhaitée dans la mesure où, après l'assassinat du président légitime du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbeome Messan Kodjo, le 3 mars 2024 à Tema au Ghana, des manœuvres sont entreprises en vue de l'instruction de la procédure pénale initiée le 2 novembre 2023 auprès du parquet du tribunal de première instance de Nanterre en France sous la référence numéro 23 31 20 00 25. Maître Joseph Breham, l'avocat français d'origine juive, du cabinet parisien en Sile, mandaté dans le cadre de la dite procédure, a signifié au Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo et au Conseil de direction des coordinations CDC de la dynamique Monseigneur Podro DMK qu'à défaut de mandat de reprise de procédure dûment transmis par la succession Kodjo, le tribunal de première instance TPI de Nanterre ne pourra entrer en matière et de considérer donc la procédure était pire. Il a refusé de transmettre copie du dossier de procédure à la DMK qui a participé au financement de la procédure au motif que l'affaire opposait la personne du président légitime du Togo, son excellent docteur Gabriel Agbeome Messan Kodjo, à la société France Média Monde, au journaliste M. Pierre Firsian et toute personne non dénommée que l'enquête permettra d'identifier et que la DMK, dont il était pourtant le candidat dans cette grave affaire de souveraineté nationale, n'est pas constituée pour avoir accès au dossier, encore moins reprendre la procédure. Qu'est-ce qui fonde la légitimité du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil que vous dirigez et où en êtes-vous dans la lutte pour faire droit au peuple togolais? Le gouvernement légitime du Togo a été mis en place par le président légitime du Togo, vainqueur de la présidentielle querellée le 22 février 2020. Il tire sa légitimité de la souveraineté conférée par le souverain peuple togolais et est régi dans son fonctionnement par la Constitution du 14 octobre 1992, votée lors du référendum constitutionnel du 27 septembre 1992, survenu 13 mois après la clôture de la Conférence nationale souveraine, CNS, du Togo, consacrant la démocratisation du pays. Le gouvernement légitime du Togo est en exil et ne dispose pas de tous les leviers du pouvoir, évoluant donc dans un contexte d'exception sur financement propre. Avec l'assassinat à Tema, au Ghana, le 3 mars 2024 du président légitime du Togo en exil, il fallait au mieux poursuivre l'action gouvernementale dans le respect de la Constitution de la République. C'est ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 146 du titre 14 portant dispositions spéciales de la dite Constitution,
La source de toute légitimité découle de la présente Constitution. Le Conseil d'État a été mis sur place dans la nuit du 3 au 4 mars 2024 pour présider l'action gouvernementale. Le Conseil d'État est un exécutif collégial des 5 premières personnalités du gouvernement suivant l'ordre protocolaire avec une présidence tournante tous les 6 mois. Nous avons été désignés à l'unanimité, puis reconduits lors de l'université d'été des 2 et 3 août 2024 du Conseil d'État en Suède, l'ECOPING, avant d'être maintenu pour un 3e mandat à compter du 4 mars 2025 au terme de l'université de fin d'année qui vient de s'achever le 7 décembre dernier à l'ECOPING en Suède. Quelles mesures l'opposition togolaise devrait-elle prendre pour se relever après avoir subi une lourde défaite au référendum constitutionnel et aux élections législatives? Il est important de contextualiser les choses car le double scrutin législatif et régional du 29 février 2024 a enregistré le plus grand boycott jamais connu dans notre histoire politique récente, avec un score d'un peu plus de 80% de rejet de l'infamie politique au Togo, contrairement au tripatouillage électoral dont est coutumière la Cour constitutionnelle légitime aux ordres des prédateurs coalisés. Ce rendez-vous électoral organisé au lendemain des assassinats des 2 grands leaders souverainistes contemporains de la terre de nos aïeux a été la seconde plus grande victoire de la DMK soutenue par le gouvernement légitime du Togo, qui a appelé le souverain peuple togolais à rejeter la sextuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, médiatique, diplomatique et constitutionnel survenu depuis la présidentielle du 22 février 2020. Il est important de relever qu'aucun référendum constitutionnel n'a été organisé et que tout le processus de modification de la Constitution a été un forcing politique unilatéral et anticonstitutionnel de la dictature militaro-clanique néocolonialiste multidécennale sans aucune consultation préalable des forces politiques et de la société civile, encore moins des populations. Faure Gnassingbé a opéré un coup d'État constitutionnel pour s'éterniser au pouvoir en violation des dispositions de la Constitution togolaise, articles 52, 59 et 144, et des instruments internationaux contractés par le Togo, articles 1 et 2, des sections 1 et 2 du protocole A/SP1 12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnelle au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de règlement et de gestion des conflits. Article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine. Depuis le 6 mai 2024, 2 constitutions sont en vigueur au Togo, devenue une atypie planétaire avec un régime politique hermaphrodite, présidentiel et parlementaire, avec le narratif de transition politique entre les 2 régimes. Dans le présent contexte, l'opposition togolaise a encore fait les frais du jeu politique. En somme, nul que d'aucun misait sur ce double scrutin pour ravir la vedette à la DMK et s'imposer sur la scène politique. L'illusion a été grande et au lieu de tirer des leçons pragmatiques qui s'imposent et se coaliser avec la DMK en un pôle fédérateur pour libérer le Togo, c'est plutôt l'agenda contraire qui est au rendez-vous. Et pour cause, la DMK suscite une opposition et de la résistance de toutes parts en raison du changement spectaculaire qu'elle incarne et sa posture. La DMK, la force politique dépositaire de la souveraineté populaire, est plutôt combattue de toutes parts dans l'espoir de la voir disloquée,
résiliente, la DMK est bien là. Maintenant, le cap de son offre programmatique, largement plébiscité le 22 février 2020, plus que jamais d'actualité, avec les 12 phares de la transition et le triptyque transition, constitution, refondation, éthique de la République. Comme souligné précédemment, l'union est le seul levier par lequel les forces patriotiques et républicaines togolaises bougeront les pierres à bâtir de la libération nationale du Togo. Le gouvernement légitime du Togo et la DMK en sont fortement conscients et espèrent que les autres forces de l'opposition républicaine finiront par prendre la mesure des enjeux et consentir au plus petit dénominateur commun national, afin qu'ensemble nous puissions libérer la terre de nos aïeux des serfs, des prédateurs coalisés. Avez-vous un programme à suivre contre l'administration actuelle au Togo? Bien évidemment, oui. Primo, nous sommes la véritable force légitime du Togo, confirmée de nouveau le 29 avril 2024 par la large adhésion à plus de 80% des populations togolaises à la ligne politique souverainiste du gouvernement légitime du Togo et de la DMK. Secondo, nous sommes à date d'aujourd'hui la force politique la plus organisée et prête à diriger le Togo, car déjà outillée dans l'exercice gouvernemental, dans la mise en place en mars 2020 du gouvernement légitime du Togo en exil et ayant une offre programmatique plus que jamais d'actualité et déjà plébiscitée par le souverain peuple togolais. Tertio, l'université de fin d'année du 7 décembre 2024 du Conseil d'État à Linköping, en Suède, a unanimement réaffirmé notre volonté de conduire la transition politique à venir très prochainement au Togo et a adopté l'avant-projet d'agenda stratégie 2025 devant être approuvé prochainement par le Conseil des ministres. Agenda stratégique structuré autour de deux axes importants, à savoir la programmation gouvernementale jusqu'à la chute prochaine de la dictature militaro-clanique néocolonialiste, multidécennale des Gnassingbé et celle après la chute de la dictature qui vise l'implémentation des 12 mesures d'urgence en vue de ramener la confiance au Togo et matérialiser le triptyque transition, constitution, refondation, éthique de la République. Il est important de relever qu'il s'agira d'une gouvernance éthique et inclusive conformément à la lettre et à l'esprit de l'offre programmatique largement publicitée le 22 février 2020 par le gouvernement togolais. Ce qui sous-entend trois importantes mesures politiques inaugurales de la transition, à savoir une amnistie générale à tous les exilés politiques, la libération de tous les détenus arbitraires, dont les prisonniers politiques au rang desquels figure son excellent Jean-Paul Omolou, la tenue des assises nationales de refondation éthique de la République ANRER. L'action concertée des forces patriotiques et républicaines est vivement souhaitée. À défaut, ce qui répond véritablement à la forte enquête souverainiste des Togolais va s'imposer à tous en temps voulu. Existe-t-il un homme politique émanant du gouvernement ou de l'opposition au Togo qui pourrait être une alternative à Faure Gnassingbé? Bien sûr qu'il en existe plusieurs, mais plus que jamais, le symposium éthique au cœur de l'action politique au Togo. Bien plus qu'un homme, c'est une équipe soudée de patriotes bâtisseurs, visionnaires et intègres dont le Togo a actuellement besoin pour défendre la souveraineté nationale, relever de la misère des Togolais en sortant le pays de l'ornière.
Compte tenu du système mondial actuel, de quel bloc politique le gouvernement togolais est-il le plus proche? Quel type de politique le pays suit-il contre les puissances mondiales? Classiquement, le régime illégitime du Togo est une création française qui relève de la France-Afrique et est proche du bloc occidental. Toutefois, ces dernières années, à l'instar de la Turquie, la dictature militaro-clanique néocolonialiste multidécennale des Gnassingbé fait feu de tout bois en étant allié du bloc occidental et de celui des BRICS et de l'organisation de coopération de Shanghai, OCS. Faut-il relever que sur le plan mondial, les votes du régime à l'ONU l'inscrivent plus dans le camp anglo-sioniste, même s'il essaie de brouiller les pistes au niveau régional de la CEDEAO par sa pseudo-proximité de la Confédération des États du Sahel, CES, sa posture pseudo-souverainiste et panafricaine a été démentie par son implication dans la tentative de déstabilisation du Burkina Faso en août dernier avec son refus d'extradition d'un des cerveaux de cette grave affaire, l'ancien président burkinabé Paul-Henri Damiba, censé être en résidence surveillée au Togo. Pourrait-il y avoir des changements dans la politique africaine des États-Unis après la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles et quels enjeux seront au premier plan dans les relations du Togo avec les États-Unis dans la nouvelle période? Si l'ordre programmatique défendu par l'équipe de Donald Trump venait à être implémenté dans sa lettre et son esprit, quelques changements interviendront dans les relations entre les USA et l'Afrique. Toutefois, le poids des lobbies anglo-sionistes soutenant Trump opérant dans le monde et participant à la prédation féroce des ressources en Afrique doit être à l'esprit afin de ne pas trop idéaliser la présidence de Trump qui va indubitablement marquer une certaine rupture qui sera bénéfique aux forces souverainistes africaines. Une illustration de notre réserve est la défense par le président Donald Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en violation du droit international et de la charte de l'Union africaine. Le Maroc, de par sa posture avec Israël contre la Palestine, viole la ligne politique de l'Union africaine et semble constituer aujourd'hui une menace à la souveraineté intégrale de l'Afrique et de ses îles, avec son implication dans les projets de l'Union pour la Méditerranée et du Grand Israël qui vise une forme de néocolonialisme rejeté actuellement avec force partout sur le continent et dans ses îles. Sur le plan économique, il n'y a pas à s'attendre à un grand changement vu que le projet MAGA, Make America Great Again, vise avant tout à renforcer la puissance américaine et donc la guerre économique va être plus féroce comme déjà annoncé avec le renforcement du protectionnisme américain. Dans ce contexte, l'Afrique va davantage être convoitée pour ses ressources stratégiques et son marché de par son poids démographique dans la droite ligne de l'administration sortante. Il appartient aux dirigeants africains de prendre la mesure des enjeux géopolitiques et géoéconomiques mondiaux actuels pour sortir l'épingle du continent de ce grand jeu économique et financier sur fond de guerre sans merci entre le bloc occidental et celui des BRICS alliés à l'OCS. Sur le plan militaire, la question sécuritaire des bases américaines ne va pas par baguette magique être vidée car liée à la sécurité stratégique des USA qui privilégient avant tout leur intérêt et non celui de l'Afrique et de ses îles. Au regard des enjeux surrelevés, la dictature militaro-clanique néocolonialiste multidécennale se positionne déjà pour son maintien au pouvoir aux dépens de la sécurité stratégique du Togo en offrant un lobby proche du réseau sioniste de Donald Trump
le marché de l'électricité à base de nanoparticules nucléaires. Preuve supplémentaire que le Togo est pris en otage par un gang de scélérats sans aucun souci du développement écologique et de l'intérêt supérieur des populations, tout comme de la souveraineté nationale. Le gouvernement légitime du Togo estime que le patriotisme à l'échelle mondiale prôné par Donald Trump convoque l'équilibre des intérêts, qui seul permet la défense de la sécurité stratégique de chaque État. Et c'est notre ligne vis-à-vis de tous les partenaires sans exclusive. De notre perspective, la priorité dans nos relations avec les USA reste avant tout la question des droits de l'homme et de la souveraineté des peuples. Ce qui requiert un franc soutien à l'administration Trump au souverain peuple togolais qui a choisi depuis le 22 février 2020 la souveraineté intégrale du Togo, sitôt âprement défendue par le gouvernement légitime du Togo et la DMK. La fin sans délai de la plus vile dictature sur terre au Togo est la seule alternative pour une gouvernance éthique véritable. Je dis bien éthique et véritable au service des populations togolaises, ce qui va limiter drastiquement l'immigration de la jeunesse togolaise et favoriser le retour d'une bonne partie de la diaspora togolaise qui va activement participer au développement harmonieux du Togo et à une résolution partielle de l'épineuse crise des migrants à laquelle sont confrontés les USA et leurs alliés européens. Quel est votre agenda pour le Togo dans le contexte géopolitique mondial actuel, eu égard à votre discours d'ouverture du 6e Forum souverainiste de la naissance africaine de l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté tenu le 23 novembre 2024? Permettez-moi, avant de répondre à cette question, de saluer l'excellence travail qu'abat résolument l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté ONS, dirigée par le Comorien Monsieur Mabadi Ahmed Ali, cette formidable initiative panafricaine du défunt président légitime du Togo, son Excellence Docteur Gabriel Agbeome Messan Kodjo, qui n'a que 2 ans de vie. Le gouvernement légitime du Togo, qui tire sa légitimité de la souveraineté conférée le 22 février 2020 à la DMK par le souverain peuple togolais, n'a d'autre agenda que celui de la DMK, à savoir souveraineté, sécurité stratégique du Togo, résumé par le sigle 3S. Le bouleversement planétaire épique actuel laisse transparaître une révolution astronomique sans précédent sur Terre, avec la nécessité d'une nouvelle gouvernance mondiale véritable, soucieuse et respectueuse de l'égalité souveraine des nations telle qu'énoncée par l'article 2 alinéa 1 de la charte de l'ONU. De notre point de vue, au regard de l'importance quête de souveraineté des peuples, sur tous les cieux, l'amour ne peut qu'être envisagé de manière planétaire, tout en étant l'essence de la nouvelle gouvernance mondiale devait être axée sur l'équilibre des intérêts et la liberté. La gouvernance de l'amour est notre agenda pour l'humanité tout entière et particulièrement le Togo, dont la tâche, mission de phare et hors de l'humanité n'est possible qu'avec l'effectivité de sa souveraineté intégrale et de sa sécurité stratégique. C'est pour moi le lieu de remercier le ministre de l'intégration africaine et des Togolais de la 6e région, M. Paul Missiak-Beton, dont la communication lors du FCRA 6 a permis de réaliser que l'enjeu final de la souveraineté des peuples, dont la sécurité stratégique de l'Afrique et de ses îles, est la matérialisation du triptyque confiance, épanouissement, expansion. Le MO, par une conscience élevée de la tâche mission de la terre de nos aïeux appelés à être le phare et l'or de l'humanité, il est évident que notre agenda pour le Togo vise au final
à en faire le pays par excellence du dialogue d'amour et de liberté entre tous les peuples sans exclusive sur terre. Nous constatons que l'influence de la France en Afrique de l'Ouest a diminué récemment. La présence française a considérablement diminué, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où ont eu lieu les coups d'État. Comment interprétez-vous les relations de la France avec ces pays dans l'avenir de la région? Il est révolu le temps de la prédation féroce des ressources de l'Afrique et de ses îles. Et tant que la France ne va pas l'intégrer, son effondrement va s'exacerber en raison des pertes importantes qu'elle va enregistrer de par le monde. Il n'y a pas de peuple à mettre en avant qu'une humanité entière. Il n'y a pas de paix réelle que quand une humanité est assemblée, rassemblée ensemble. C'est dire que face aux tensions géopolitiques mondiales actuelles, il est important d'intégrer que la vie n'est qu'unité, unité des âmes humaines, unité des cœurs, unité d'amour, unité de soutien. Cette conscience des enjeux de la vie nous amène à penser que dans le respect mutuel et sur le fondement de la gouvernance de l'amour, les relations entre la France et la CES pourront se construire à l'avenir avec de belles notes d'harmonie dans l'intérêt supérieur des peuples liés par des décennies d'histoire commune à revisiter avec un travail de mémoire et d'humble réparation. Sur quels principes les politiques régionales du Togo sont-elles façonnées et quelles sont les priorités de la politique étrangère du Togo dans la région, compte tenu notamment de ses relations politiques et économiques avec l'Alliance des États du Sahel? Dites-moi, quel pouvoir sérieux réagit par une bonne vision et le souci de la notoriété de l'État peut s'autoriser une telle incurie qui traduit un déficit criard de planification? Le doute ne peut être que permis sur l'existence de réelles politiques régionales actuellement au Togo où tout est vraiment à refaire. Le fondement de toute décentralisation est la légitimité du pouvoir central, ce qui est loin d'être le cas au Togo où les populations ne se reconnaissent guère en des faussaires et criminels de tout genre pour prétendre construire avec eux nos régions. La décentralisation au Togo semble une subtile arnaque, ne plus préservant le contrôle de la minorité pilleuse. Il suffit pour s'en convaincre de lire les dispositions des articles 66-1 et suivant de la loi numéro 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi numéro 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi numéro 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi numéro 2021-020 du 11 octobre 2021. Relativement aux priorités de la politique étrangère du Togo dans la sous-région ouest africaine, tout porte à croire que seul compte tout ce qui participe sur tous les plans au maintien au pouvoir de la dictature militaro-clanique néocolonialiste multidécennale des Gnassingbé et qu'il n'y a aucune ligne éthique qui sous-tend sa politique extérieure. Les faits l'illustrent bien de par les manœuvres du pouvoir illégitime au sein de la CEDEAO, puis auprès de la CES, une confédération d'orientation panafricaine. Peut-on être panafricain, donc souverainiste, et s'aborder la souveraineté nationale de son pays pour des intérêts étrangers, clochardiser sa propre population, mépriser le choix souverain du peuple, assassiner les leaders souverainistes, participer à la déstabilisation du Burkina Faso
et subséquemment de la CES, violé sans sourciller les lois communautaires de la CEDEAO en faisant bastonner un de ses députés, M. Guy Marius Sagna, en mission à Lomé, défendre sur le plan international le sionisme qui viole le droit international et la charte de l'Union africaine. Quelle est la situation sécuritaire actuelle au Togo? Quelles sont les chances que les organisations radicales augmentent leurs activités et leurs attaques au Togo? Votre question me semble imprécise car le champ de la sécurité va au-delà de la question militaire qui paraît retenir votre intérêt. La situation sécuritaire au Togo est instable, surtout au nord, dans la région des savanes où a été décrété depuis le 13 juin 2022 l'état d'urgence sécuritaire suite aux attaques terroristes de novembre 2021 et mai 2022. C'est un sujet tabou, objet de blackout total sans aucune redevabilité de la haute hiérarchie du commandement militaire. La gestion de la crise sécuritaire au Togo soulève de multiples interrogations quant au mode opératoire des terroristes et aux stratégies déployées pour éradiquer le terrorisme qui ne fait que monter en puissance depuis lors. Les Togolais sont dans une situation d'insécurité généralisée, car confrontés à un violent terrorisme intérieur émanant du régime dictatorial et abandonnés à leur propre sort face au terrorisme extérieur émanant de groupes armés djihadistes, entre autres. La fracture entre le pouvoir dictatorial, oppressif, et les populations togolaises déshumanisées et désespérées est tellement importante qu'elle constitue un important facteur de risque en faveur de l'exacerbation éventuelle des violences djihadistes ou autres. La grande euphorie et les biais d'analyse dans les milieux togolais sur les tenants et aboutissants de la chute le 8 décembre 2024 du régime dictatorial des Assad en Syrie illustrent bien le risque élevé de violence militaire qui guette le Togo. Actuellement, dans une grave impasse sociopolitique avec le rejet par l'opposition participationniste des élections sénatoriales annoncées pour février 2025 dans un contexte de restrictions plus accrues des libertés constitutionnelles face à la mobilisation populaire contre le coup d'État constitutionnel du 6 mai 2024 que tentent d'imposer par tous les moyens les prédateurs coalisés. Comment est le quotidien des Togolais et leur adhésion aussi bien au régime en place qu'aux forces de l'opposition, dont la DMK, dont vous êtes le leader? Permettez-moi d'observer une minute de concorde et de recueillement en mémoire de tous les martyrs du Togo, dont les 8 innocentes victimes de l'accident de la voie publique ayant entraîné les fondements de la passerelle piétonne d'Agoué-Nivé le vendredi 13 décembre 2024. L'insécurité au sens le plus large est le propre des Togolais qui au réveil du lit le matin ne sont pas sûrs de dormir le soir sains et saufs sans même avoir mis pied dehors. La détresse sociale est indicible car tous les indicateurs sont au rouge au point où avoir un seul repas par jour est une sinécure, même pour ceux qui ont un emploi en raison de la cherté de la vie. En cela, le dimanche 29 septembre 2024 restera dans l'histoire du Togo une date mémorable car les populations affamées de la banlieue nord de Lomé, la capitale togolaise, se sont ruées sur des sacs de riz avariés jetés dans un dépotoir afin de pouvoir manger. L'eau potable est une denrée rare dans nombre de localités où les populations sans moyens boivent de l'eau sale à haut risque pour leur santé. Et comble de l'ignominie, les forages privés pour avoir de l'eau potable sont taxés par les prédateurs coalisés. Se soigner n'est pas donné et relève du miracle
si par chance vous en avez les moyens, car les infrastructures sanitaires manquent de l'essentiel et dans les hôpitaux de référence, la barrière de l'asepsie a volé en éclats, exposant les patients aux infections les plus banales, alors que le pays n'est même pas en état de catastrophe naturelle ou en guerre. Malgré l'horreur, je dis bien, malgré l'horreur à Gaza, on y est mieux soigné qu'au Togo, où la sacralité de la vie est méprisée par les gouvernants autoproclamés, dont certains auteurs de crimes rituels sur des jeunes filles bénéficient de l'impunité de la coterie maléfique. L'éducation aux mains de tricheurs et malveillants manque de moyens à tous les degrés avec une baisse importante de niveau. Les écarts de fortune sont nombreuses malgré la proclamation de l'école pour tous et les immenses richesses du pays au point où certaines s'écroulent sur des enfants dans l'indifférence du gang des prédateurs. Classé en 2024, 106e pays sur 142 dans le monde en matière de corruption selon Transparency International, la gouvernance kakistocratique incarnée par la dictature militaro-clanique, néocolonialiste, multidécennale de Gnassingbé se caractérise par une prédation féroce des richesses nationales dont une bonne partie, or, diamants, pétrole, terres rares, notamment, n'est pas comptabilisée au trésor public, transformant le Togo en une plateforme de la haute criminalité internationale qui spolie les Togolais de leurs avoirs et droits naturels de naissance, les privant de leur félicité par droit de naissance, ne leur offrant aucune perspective d'avenir et les condamnant à l'enfer de la misère et des souffrances qui les déconnectent davantage du divin, ne sachant d'où leur viendra le secours. L'évidence de par le tableau dépeint ici dessus est indiscutable, un rejet indescriptible du pouvoir satanique qui déshumanise le souverain peuple togolais qui a accordé sa confiance à la DMK dont la ligne politique souverainiste lui semble la véritable alternative pour la justice sociale, la prospérité partagée partout et une refondation éthique du Togo. Dans le marécage fort corrompu de l'environnement politique togolais, la ligne éthique de la DMK, sa constance, son intrépidité, sa cohérence dans sa lutte pour la souveraineté intégrale du Togo sitôt, son autofinancement et sa résilience après les assassinats de ces deux premiers leaders ont fini par l'imposer comme le phare de vérité et de l'émergence glorieuse du Togo, phare et or de l'humanité. Nous remarquons que la France perd de plus en plus son influence politique sur le continent africain. En cas d'arrivée au pouvoir, envisagez-vous de collaborer avec la France ou bien avec d'autres pays? Il n'y a aucun doute sur notre prochaine arrivée au pouvoir pour accomplir la destinée du pouvoir conformément à l'agenda divin de libération planétaire. Comme relevé plus haut et à l'entame de cette question, la destinée du Togo dans la libération planétaire est d'être le phare et l'or de l'humanité. Le pays par excellence du dialogue d'amour et de liberté entre les peuples sans exclusive sur Terre. Il va sans dire que notre partenariat avec la France est aussi indiscutable qu'avec la Russie, les USA, la Chine, la Suisse, l'Afrique du Sud, le Ghana, la Confédération des États du Sahel, CES, la Palestine, le Sahara occidental et tous les pays respectueux de la souveraineté des autres peuples et de l'harmonie sur Terre. 2024 va s'achever alors que se dessinent de grands bouleversements mondiaux pour 2025. Quelle perspective pour le Togo? Les perspectives sont belles
et les énergies cosmiques qui les portent sont déjà en place pour le grand rendez-vous planétaire du Rainbow Bridge. La chute évidente de la dictature militaro-clanique néo-colonialiste multidécennale de Gnassingbé, avec la dissolution de toutes les institutions illégitimes et illégales, l'amnistie générale pour tous les exilés politiques, la libération de tous les détenus arbitraires, dont son Excellence Jean-Paul Omolou, la veuve de Bertin Agba, la formation du gouvernement devant conduire la transition inclusive souhaitée par tous les Togolais, la prise de mesures d'urgence en vue de l'allègement du panier de la ménagère, l'adoption d'un collectif budgétaire sur la base des recettes, des ressources non déclarées à la comptabilité nationale, or, diamants, pétrole, terres rares notamment, la mise en place d'un fonds national de solidarité, FNS, pour financer les soins de santé pour tous, les banques alimentaires sur toute l'étendue du territoire national et l'entrepreneuriat à la base des femmes et des jeunes, l'organisation des assises nationales de la refondation éthique de la République, ANRER, la mise en place d'une constituante, l'audit général de l'État togolais, l'adoption du plan stratégique de refondation éthique de la République, un moratoire sur le paiement de la dette extérieure à réévaluer constitue entre autres les chantiers prioritaires devant le gouvernement légitime du Togo. C'est ici le lieu de remercier de tout cœur tous ceux qui mènent la charge souverainiste en vue de la libération nationale et saluer la mémoire du triumvirat sacrificiel de la République togolaise constitué par son Excellence Ivanos Olympio, premier président et père de l'indépendance nominal du Togo, en honneur de qui et de tous les martyrs, la date du 13 janvier a été décrétée le 13 décembre 2024 par le Conseil des ministres, journée nationale du souvenir et de la mémoire, GNSM. Son Excellence Dr Gabriel Agbeome Messan Kodjo, président légitime et père de la souveraineté intégrale du Togo, CITO. Son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podro, patriarche de la nation et père de l'alternance. Quel est votre mot de fin pour le peuple togolais? Profonde gratitude pour votre foi, votre courage, votre patience et votre résilience aux côtés de la DMK et du gouvernement légitime du Togo en exil. Il est enfin arrivé le temps de la proclamation joyeuse de l'accomplissement divin à travers la célébration du Magnificat de toutes les manières possibles, de même que la marche républicaine. Soyons sereins et hyper confiants en Dieu, le souverain créateur qui a délivré le Togo conformément à son parfait plan divin au-delà des agendas terriens. Le moment est venu de renouer avec nos plus beaux rêves, de reconnaître et d'abandonner ce qui ne sert plus notre bien le plus précieux et d'avancer avec audace vers nos désirs les plus chers et le but de notre incarnation sur la terre de nos aïeux. Avec enthousiasme, faisons germer ici et maintenant les graines de l'espérance et de notre précieux souhait collectif tant attendu, le Togo libéré, phare et or de l'humanité. En 2025, il fera beau sur les routes et les chemins du Togo dans toutes les dimensions. Radieuse fin d'année dans le recueillement,
et la joie de l'accouchement de notre jour de délivrance et de libération nationale. Amour, joie et paix partout au Togo, dans la diaspora, sur Gaïa et dans tous les univers. Je vous remercie.